Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'intégralité du semestre 1 de ce Master international de formation de formateurs. À titre personnel, je suis Didier Mulnet, responsable de la coordination internationale de ce master, qui existe sur la RDC, Lubumbashi, qui existe par ailleurs sur la Côte d'Ivoire et qui existe sur Yaoundé, euh, au Cameroun. Il est par ailleurs appelé à être ouvert dans d'autres pays, notamment l'Algérie, mais aussi le Sénégal, le Bénin et quelques autres pays. Indépendamment de ces aspects-là, je vais donc vous présenter là ce master dans sa globalité. Il s'agit d'un master international. Ça signifie que les cours sont faits par des collègues à l'international. Il s'agit d'un master de formation de formateurs, c'est-à-dire qu'il prépare au métier de formateur de formateurs. Dans quel secteur? Celui de la formation et de l'éducation au développement durable. Le développement durable sera pris dans un sens qui est très proche des recherches internationales actuelles. Pour prendre un tout petit peu de recul, mais très rapidement sur ce master, nous avons au final 5 grands domaines. Nous avons tout d'abord, on ne peut pas être formateur de formateur si on n'a pas le b.a.-ba sur les contenus du développement durable. On ne peut pas être formateur de formateur si on n'a pas par ailleurs du b.a.-ba sur des pratiques professionnelles et didactiques liées à l'éducation et à la formation au développement durable. Avec un tel métier, nous devons être en mesure de faire de l'ingénierie de formation. Du cours jusqu'aux séquences de cours, jusqu'au scénario de cours, jusqu'à la production d'UE, jusqu'à la production de master, jusqu'à la production de colloques, jusqu'à la production de séminaires, de recherche, de formation, etc. Par ailleurs, le sujet du développement durable est un sujet tellement délicat à traiter que nous devons avoir d'une part des compétences en termes de communication pour s'adresser sur un même sujet à la fois à des enseignants du premier degré, à des enseignants du second degré, à des universitaires de licence, de master, à des étudiants, à des gens des collectivités territoriales, à des gens qui sont issus de secteurs complètement différents. J'ai oublié de citer les citoyens qui peuvent tout à fait suivre ce master. Et donc, les gens des ministères, des différents ministères, des collectivités territoriales, associations. Voilà donc avec qui il faudra que nous soyons en mesure de vous aider à communiquer. Dans le monde actuel, il serait complètement farfelu d'envisager des communications, on va dire à l'ancienne. Oui, nous avons besoin de compétences numériques pour nous former au monde de demain. Et effectivement, quelqu'un qui sortira d'un non-diplôme ne pourra pas ne pas utiliser un certain nombre de logiciels de base, de Zoom, Teams, mais aussi du WhatsApp, mais ça tout le monde le fait, mais aussi des logiciels d'intelligence artificielle, générative ou pas. Voilà pour le quatrième secteur, pardon, de la communication. Nous pensons qu'on ne peut pas être formateur de formateur si on n'est pas en mesure d'analyser, monter, créer, financer, faire financer des projets sur l'éducation au développement durable. C'est la raison pour laquelle vous voyez que toutes ces UE commencent toujours au niveau du S1 Master 1, S2 Master 2, et on monte en charge progressivement entre le S1, S2, S3, S4. Mais n'oublions pas qu'il s'agit quand même d'un master de recherche qui peut donc amener à faire une thèse, un master de recherche à visée professionnelle. Et donc, il n'est pas question ici de dire que c'est un master de recherche uniquement ou un master professionnel. De toute façon, ça n'existe plus à l'échelle européenne. Il s'agit d'un master de recherche à visée professionnelle. À l'issue de cette formation, les gens doivent pouvoir donc choisir s'ils veulent aller en recherche ou si au contraire, ils souhaitent aller sur le monde du travail et trouver directement un emploi.
Je reviens vite fait sur ces UE. Je vais commencer par l'UE 11. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai que de l'UE 11, 12, 13, 14, 15, 16 et j'aurai juste un tout petit regard rapide porté sur les UE du deuxième semestre et je n'envisagerai pas du tout ici, mais si vous vous doutez bien que tout est fait, les UE du S3 et du S4. Dans cette UE 11, sur les projets EDD, projet, formation, éducation, développement durable. Tout d'abord, nous avons une personne qui est coordonnatrice en l'occurrence, Naïma Boubou, qui est d'Algérie. Nous avons des référents, Cameroun, RDC, Côte d'Ivoire. Quel est le rôle du coordonnateur? Le rôle du coordonnateur est d'articuler les différentes UE entre elles. Vérifier les doublons, les concordances, c'est d'articuler. Donc le coordonnateur de l'UE 11 communique évidemment avec le coordonnateur de l'UE 12 et ainsi de suite. Le coordonnateur a aussi pour fonction d'articuler dans les 3 pays les cours qui ont lieu. Donc coordonnateur des pays et coordonnateur inter-UE. Par contre, tous les cours, quels qu'ils soient, sont générés par un collectif d'enseignants qui viennent à la fois d'Afrique du Nord, à la fois d'Afrique de l'Ouest, à la fois d'Afrique centrale, mais en fait d'un très grand nombre de pays en raison de la diversité du Réunifed qui nous permet de produire la diversité de ces cours. Quelles sont les compétences professionnelles générales que l'on a visées dans cette UE 11 du semestre 1? Tout d'abord, savoir analyser et conduire un projet, maîtriser la pédagogie de projet et avoir des bases en ingénierie de projet. Dans cette UE de 25 heures, le programme pourrait être révisable en fonction des difficultés ou des attentes. Mais globalement, voilà comment nous l'avons pensé. Nous allons commencer par présenter un certain nombre de projets dans leur diversité culturelle, des Afriques, voire d'Europe. Dans la diversité des publics, on va prendre des exemples qui peuvent être à la fois dans le domaine scolaire, universitaire, des associations, des collectivités, ou diverses dans leurs objectifs. On peut avoir des projets du territoire, des micro-projets professionnels, ou des projets fédérateurs nationaux ou internationaux. Et donc, dans un premier temps, on va essayer de faire percevoir à notre public la diversité des projets dans son acceptation la plus large. Derrière, on reviendra à des cours où l'on va présenter un certain nombre de modèles, issus de la recherche bien sûr, de typologies de projets, sur les aspects organisationnels, sur la sociologie du projet, sur l'anthropologie du projet. Voilà un certain nombre de cours qui seront dispensés. Derrière, il est évident que nous ne pourrons pas avancer sans avoir un minimum de choses. J'ai laissé pédagogie de projet au singulier, vaudrait mieux dire ceci au pluriel. Dans l'origine de la pédagogie de projet, les modalités de sa mise en œuvre, les outils employés, les méthodes, la diversité qui existe en ce domaine. Alors bien sûr, vous vous doutez bien qu'en 9 heures, on n'aura pas le temps de tout faire, tout dire. Le problème n'est pas là puisque nous avons encore un semestre 2, 3, 4. Nous considérons que sur cette partie-là, nous aurons passé une dizaine ou une quinzaine de jours et nous ferons un Zoom, un distanciel synchrone, dans lequel nous allons faire les synthèses de ces cours de la période 1. Nous avons donc passé ici à peu près 9 heures et nous allons par Zoom faire une synthèse. Nous faisons une synthèse critique, nous répondons aux questions. Par ailleurs, un forum nous permet de poser les questions à l'avance, de façon à voir où on en est. Pour voir où on en est, nous avons décidé de positionner systématiquement un test de positionnement. Pas une évaluation avec une note, on est bien d'accord, on est très loin de ça, mais un test de positionnement pour que tous les stagiaires puissent savoir où ils en sont de cela avant de passer à la suite. Donc un test de positionnement que nous considérons comme étant obligatoire, enfin tellement fortement conseillé qu'on ne comprend même pas que des personnes ne puissent pas le suivre.
Donc, un test de positionnement avant d'aller à la suite. Test de positionnement en ligne avec réponse commentée, réponse automatique, etc. Derrière, nous passons dans une phase 2 qui va être celle de l'ingénierie de projet. Alors, on n'a pas développé ici tout ce qui est ingénierie de projet. Il y a des choses qui sont génériques, quel que soit le projet, et il y a des choses qui sont plus spécifiques. Effectivement, faire des projets en éducation ou faire des projets dans le domaine de l'entreprise, c'est pas exactement la même chose. Il faudra donc qu'on voit le cadrage de cette ingénierie de projet dans différents contextes. Comment on monte un projet en entreprise, comment on monte un projet dans une collectivité, comment on monte un projet dans une université ou dans une école. Pour cela, on aura besoin de cadres d'analyse et de conduite de projet en éducation et formation au développement durable. Là, nous rentrons spécifiquement dans la question des projets éducation, formation, développement durable. Pour ça, on va se servir d'outils d'analyse, de suivi de compétences transversales. Ça, c'est ce que l'on verra dans l'UE 16. En termes d'objectifs, en termes de contenu, d'objectifs pédagogiques, nous avons là évidemment une relation très proche avec l'UE 16. Vous l'avez compris, toutes nos UE sont interconnectées et effectivement, on vous montrera le maillage de ces différentes UE. Il nous semble que même quand on a eu des cours théoriques, puis qu'on a eu des analyses, il nous faut aussi avoir quelques études de cas dans différents contextes. Nous pensons que là, nous allons y passer du temps, un équivalent de 6 heures, avec un travail individuel sur les premières études de cas, avec rendu de correction, d'interaction, forum, puis une analyse collective où les gens se seront mis en groupe, nous pensons de 6 personnes, et en fait, on va avoir une analyse collective en groupe sur un certain nombre de projets. À ce moment-là, des collègues formateurs, qui peuvent d'ailleurs être aussi formés et formateurs, vont intervenir en tant qu'accompagnateurs pour aider un groupe à développer son analyse, ses propositions. Ce n'est qu'après que nous ferons le zoom de distanciel synchrone, de synthèse des cours de la période 2, avec retour, avec un peu de recul, sur les études de cas. Et nous ferons un test de positionnement 2, situé 1 à 2 semaines avant l'évaluation terminale. Comment concevons-nous cette évaluation terminale? Dans cette UE, j'allais dire que c'est presque scolaire. C'est-à-dire que nous avons pensé une évaluation individuelle sur table, crayon, papier, avec analyse de plusieurs exemples diversifiés. C'est plutôt là-dedans que c'est peut-être quelque peu original. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner tout un sujet qui se situerait en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest. Non, on va donner plusieurs exemples qui vont varier de par leur situation géographique. On pourrait prendre un exemple, mettons du Nord, sur une situation scolaire, un exemple d'Afrique de l'Ouest sur une situation en entreprise, un exemple d'Afrique du Nord dans un contexte universitaire. Le tout, c'est d'arriver à maîtriser l'ensemble de cette pédagogie de projet ou de ce montage de projet, de cette ingénierie de projet dans des contextes. Alors bien sûr, on aura besoin de mobiliser les outils qui auront été donnés, les cadres de lecture au niveau du semestre 1. Dans l'UE 21, au semestre 2, l'objectif ne sera plus uniquement de concevoir et analyser des projets, ce ne sera plus d'analyser des projets, ce sera de concevoir et de réaliser des projets. En S2, ce seront des projets avec un tuteur ou un accompagnateur de groupe. Quand on sera au S3, vous le devinez, quand on sera au S3, il n'y aura plus de tuteur, il y aura une autonomie totale. Et ceci, vous l'avez compris, va marcher aussi bien à Bandoukou que du côté de Yaoundé, que du côté de Bandoukou, Afrique centrale, etc. Concernant le master sur Relizane en Algérie, il va ouvrir dans l'année, nous ne l'avons pas mis dans la présentation, mais il va ouvrir lui aussi en cours d'année. Je reviendrai à la fin de mon exposé sur les perspectives à plus long terme. Dans l'UE 12,
Il est évident qu'on ne peut pas faire un tel master si on n'a pas une relation précise à la recherche. Voilà comment nous avons conçu cette UE12. Toujours un coordonnateur international, le président Ouattara, un référent au Cameroun, un référent en RDC et un référent en Côte d'Ivoire. Pour le S1 de cette UE12, on s'est dit qu'il n'était pas possible de ne pas avoir du b.a.-ba sur l'analyse d'un article scientifique, sur les maîtrises, les bases de l'écriture scientifique, sur le fait d'être capable de problématiser en lien avec l'éducation et la formation au développement durable, de pouvoir émettre des hypothèses de recherche et proposer des méthodologies de recherche adaptées aux hypothèses qui ont été posées, et donc de construire aussi un cadre bibliographique cohérent. Voilà les 5 principales compétences professionnelles que nous avons ciblées. Alors, nous pensons partir tout d'abord avec quelques exemples d'articles scientifiques avec une double vision. D'abord, on va questionner des savoirs anthropologiques liés au développement durable, les savoirs du Sud, les savoirs du Nord, etc., à partir d'un article de recherche, pour voir comment un article de recherche s'est conçu, la planification, l'écriture, etc. C'est donc à la fois du fond et de la forme que nous faisons ici. Nous prendrons évidemment un autre article qui lui portera sur la formation et un ou deux articles qui porteront sur le b.a.-ba de l'éducation, c'est-à-dire des UE dont on reparle évidemment. En l'occurrence, les critères de scientificité, c'est l'épistémologie, c'est l'UE16. L'écriture scientifique, ce sera l'UE13 que l'on va voir dans quelques instants. Après avoir vu ces quelques exemples d'articles scientifiques, pour un équivalent de 4 heures, on aura un ou plusieurs cours pour un équivalent de 2 heures sur le fait de passer des thématiques aux problématiques. Les, les collègues, stagiaires en formation initiale ou continue, seront invités à choisir très vite dès le début d'année une thématique et de la convertir en une problématique ou plusieurs problématiques. Mais on sait que ce processus est un processus long et lent. Et donc, on sait très bien que pour faire simplement ça, il faudra un pas de temps d'un minimum 15 jours. Dans le Zoom 1, distanciel synchrone de synthèse des cours, nous ferons un point sur les sujets, en fait, les problématiques qui commencent à se dessiner entre les différents stagiaires de ce master. Petit test de positionnement dans lequel on ne fera que vérifier si nos collègues ont véritablement posé des problèmes et qu'ils ont fait le lien entre problème et problématisation. Voilà ce qu'il y a simplement dans ce test de positionnement. Derrière, nous rentrons dans le vif du sujet. Nous passons de la problématique au problème, des problèmes aux hypothèses de recherche. Ce n'est pas la partie la plus facile, on le sait bien. Puis nous donnons des bases sur la méthodologie de recherche. C'est-à-dire, nous avons pensé que le questionnaire était un bon moyen de commencer parce que pratiquement tout le monde en fait. Un questionnaire quantitatif, qualitatif, semi-quantitatif, on prendra évidemment des exemples avec des erreurs, des exemples avec des bonnes choses. On verra les outils, on verra aussi le b.a.-ba sur les bases de l'échantillonnage. Pas tout. Tout le plan d'échantillonnage, c'est pas de niveau S1, nous sommes d'accord, ce sera de niveau S2. Par ailleurs, nous envisagerons la construction d'un cadre bibliographique, avec de la recherche bibliographique que je vais appeler classique. Des outils de recherche classiques, ou des outils de recherche qui, je pense, se tendent à se généraliser, Zotero, ou des outils d'intelligence artificielle. Nous faisons le postulat dans ce master que nous n'allons pas faire sans l'intelligence artificielle. On ne va pas faire la guerre à l'intelligence artificielle. On va au contraire la prendre parce qu'elle est là et pour ce qu'elle a de bien, tout en faisant la différence en disant attention, il y a certaines recherches ou certaines intelligences artificielles qui n'amènent pas forcément que des bons résultats. Mais on préfère, nous, partir du principe qu'il vaut mieux apprendre à s'en servir. À ce moment-là, les stagiaires en seront au stade où ils ont
une problématique, des problèmes, des hypothèses de recherche, et un cadre bibliographique qui leur a permis de faire évoluer cet ensemble-là. C'est le moment que l'on va choisir pour apporter quelques exemples avec des mémoires ou des pré-mémoires fictifs ou réels sur lesquels on a une diversité de méthodes. Nous sommes dans un master qui fondamentalement est en sciences de l'éducation. Mais ça veut dire que nous avons les méthodes de la socio, les méthodes de la psychologie, on a des méthodes quantitatives de l'écologie. En fait, on a une diversité de méthodes. Et il ne faudrait pas qu'on se polarise sur simplement une méthode, comme s'il y avait une méthodologie miracle. Donc, on a une diversité de méthodes, on a une diversité de positionnements anthropologiques, aussi bien nord-sud que sud-sud, et même de typologie de recherche. Il est bien évident que nous nous situons au maximum dans des recherches, formations, actions. Mais on ne peut pas s'interdire d'autres modes de recherche plus académiques dans un tel master. Derrière, chaque personne inscrite en master va travailler sur son pré-mémoire en lien avec le tuteur. Son tuteur va l'aider à avancer sur son pré-mémoire. Mais il ne le fera, vous l'avez compris, que 3 semaines ou un mois lorsque le stagiaire aura suffisamment avancé. À partir de là, zoom distanciel synchrone de synthèse des cours de la période 2 avec les exigences d'un mémoire de recherche à visée professionnelle. Là, on recale bien. C'est quoi un mémoire de recherche? C'est quoi un mémoire de recherche à visée professionnelle? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la différence entre un mémoire de recherche à visée professionnelle et un mémoire de sociologie, un mémoire d'anthropologie, un mémoire d'écologie, un mémoire d'histoire ou de n'importe lequel de ces types? À la fin du S1, les étudiants, collègues, seront amenés à nous rendre par écrit à distance un document qui présente le lien entre la problématique et les problèmes posés, l'apport de la bibliographie, les hypothèses de recherche et, sans aller trop loin, les méthodologies envisagées, pressenties pour tester les hypothèses de recherche. Est-ce que ces méthodologies auront été assez élaborées? Non, pas pour l'instant. Ça, ce sera pour le début du deuxième semestre. Là, tout stagiaire a une aide individuelle par le tuteur en fin de semestre pour la conception de son pré-mémoire. Je ne l'ai pas mis ici. Par contre, dès le S2, tous les stagiaires vont soutenir un pré-mémoire, 15 minutes d'exposé, 15 minutes d'entretien, dépôt d'un mémoire écrit de 50 pages plus annexe, échange avec un double jury, le tuteur n'étant pas amené à faire jury, mais 2 autres personnes extérieures étant amenées à faire jury. À la question, est-ce que quelqu'un peut changer de sujet de mémoire à l'issue du S1? Oui, bien sûr. Les mémoires ne vont cesser d'évoluer pendant tout le semestre 1, ne seront très généralement stabilisées qu'en début de semestre 2. Mais effectivement, nous allons essayer de vous pousser à aller le plus vite possible dans cette méthodologie de recherche. Dans l'UE13, sur la communication et le numérique. 25 heures, 3 ECTS. Oui, nous avons toujours présenté le mémoire en crédits internationaux, c'est-à-dire 3, 6, 9, 12. C'est Marceline, pardon, j'ai oublié ton prénom, Marceline. C'est Marceline qui est coordinatrice de cette UE. Et vous avez évidemment les références sur le Cameroun, la RDC et la Côte d'Ivoire. Quelles sont les compétences professionnelles générales que l'on vise ici? Maîtriser les bases de la communication et de l'information. Du B à bas, indépendamment même presque des contenus de développement durable, de formation, d'éducation. Ce qu'on veut par ailleurs, c'est que tout le monde soit capable de faire la différence entre les discours scientifiques, journalistiques, etc. Que tout le monde soit capable de faire la différence entre les différents types d'arguments. Qu'on fasse bien, on soit bien capable de distinguer un discours scientifique d'un discours pédagogique, d'un discours de médiatisation. Et effectivement, bien sûr, ça nécessite des compétences numériques, des compétences en éducation aux médias, en lien avec le développement durable, qui est une question socialement vive, donc pas facile à enseigner et surtout à faire de l'éducation.
On a des compétences numériques qui sont en lien avec le développement durable, mais on a aussi des compétences numériques qui sont en lien avec le fait que vous êtes destinés à être des formateurs de formateurs et des éducateurs. Donc, on a effectivement des compétences numériques liées au sujet et des compétences numériques liées au métier. Alors, on va commencer par des exemples de médias, c'est-à-dire de l'analyse filmique. En l'occurrence, l'île aux fleurs, pour certains qui l'avaient peut-être déjà fait. Puis on va construire des cartes mentales, on va faire du photolangage, on va voir quel est cet outil, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'il permet de faire, comment on peut mobiliser des cadres conceptuels du développement durable pour analyser ces médias, et on va passer de films courts et simples, à des films plus complexes, et on va monter en charge durant ce semestre. Derrière, on va avoir des cours assez basiques, il faut bien le reconnaître, qui vont porter sur la question que on ne peut pas confondre le fait d'informer, de manipuler ou de sensibiliser. Ça n'a rien à voir avec la formation, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Et donc, nous allons consacrer quand même 2 heures à bien faire cette différence. On peut parler de développement durable sans faire d'information. On peut parler de développement durable en étant totalement manipulateur. On peut parler de développement durable en faisant de la sensibilisation sans pour autant, et bien sûr, faire de l'éducation. La sensibilisation et l'éducation, c'est 2 choses différentes. On parlera de sensibilisation dans cette UE et on parlera d'éducation dans l'UE16. Impossible de nous intéresser à cette question des stéréotypes, des lieux communs, sans passer par les conceptions initiales et les représentations sociales. Alors en 3 heures, on n'aura pas le temps non plus d'aller très loin, c'est vrai, mais on va quand même donner du B à bas sur la différence entre stéréotypes, conception initiale, représentation sociale, à partir toujours d'exemples et d'outils pour pouvoir en tirer quelque chose. Au bout d'une quinzaine de jours, 15 jours, un petit peu plus, nous allons faire le distanciel synchrone de synthèse où nous allons reprendre ça pour voir si tout le monde a bien compris tout ça. Test de positionnement. Alors j'ai mis le test de positionnement là, il peut être situé selon les conditions, avant ou après. C'était une position un peu théorique. Derrière, effectivement, il va falloir que nous soyons tous capables d'analyser les différents types de discours, les différents types de médias dans leur diversité. Nous aurons aussi des apports sur l'argumentation, les différentes formes d'argumentation, les différents arguments. Nous ne pourrons pas ne pas parler de ce qu'on va appeler un plan de communication. Qu'il s'agisse d'un plan de communication en entreprise ou un plan de communication média, c'est pas possible de louper quelque chose d'aussi important. Alors bien sûr, en 1 heure et demie, on est d'accord, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc on a mis des choses priorisées au S1 qui vont, vous l'avez compris, être repris au S2. Les compétences numériques, c'est à la fois des outils de recherche, d'archivage, de communication, de conception qui sont ici présents. Mais évidemment, il serait quand même délicat qu'un formateur de formateurs ne soit pas en mesure d'utiliser du Teams, du Zoom ou d'autres logiciels de communication à distance. Donc voilà, donc il y a des choses qui, vous allez voir, ne posent aucun problème dès l'instant où on a l'habitude de les utiliser. Alors bien sûr, on va utiliser très certainement des outils comme Canva, Geniali, ChatGPT, OBS pour le montage vidéo. On va utiliser ces outils de production numérique. On a visé des outils de production numérique qui, a priori, sont gratuits ou présentent des formes totalement gratuites. Derrière, on va prendre des études de cas et on va remobiliser à la fois tout ce que l'on a vu sur la question des médias, sur la question de l'information, manipulation, sensibilisation, conception initiale, typologie des discours, argumentation, plan de communication, compétences numériques. On va faire des études de cas, toujours de la même façon, dans des secteurs très variés. Zoom 2, distanciel synchrone de synthèse, test de positionnement 2, qui se situera, comme je l'ai dit, avant le Zoom ou après le Zoom, selon les cas. L'évaluation sera ici une évaluation terminale sur table avec une partie questionnaire et une partie étude de cas, avec mobilisation des cadres méthodologiques qui auront été présentés.
Une évaluation, somme toute, vous l'avez compris, relativement scolaire, un petit peu comme dans le cadre de l'UE 11. En ingénierie de formation. En ingénierie de formation, le coordonnateur est Pierre, qui est sur Bondocourt, et les référents, Émilie, Annie, Serge, sont... Ah, d'ailleurs, Annie n'est pas de RDC, Annie est gabonaise. Donc vous allez le voir en plusieurs fois. Ce n'est pas le master de la Côte d'Ivoire, c'est le master de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas le master de l'Afrique centrale, c'est de la RDC ou du Cameroun, c'est le master de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest avec des échanges entre les deux. Quelles compétences, quelles compétences en ingénierie de formation? Maîtriser les bases de la formation d'adultes et de la formation de formateurs, on fera la différence. Maîtriser les bases de l'ingénierie de formation. Distinguer ce qui est programme, curriculum, j'aurais dû dire curricula si j'avais été rigoureux sur le plan grammatical. Comprendre les fondements des différents types de référentiels de formation, évaluation. Bon, tout ça, c'est des choses que l'on ne peut pas ne pas maîtriser quand on est en train de travailler dans un tel master. Et maîtriser, bien sûr, un certain nombre d'outils de formation de formateurs. Comme souvent, comme souvent, nous avons pensé qu'il valait mieux rentrer par le concret, c'est-à-dire un certain nombre d'études de cas pour un équivalent de 3 heures. Donc, étude de cas, plus son analyse, plus la correction, plus quelques échanges en mode forum. Formation dans une diversité de contextes sur cette question de l'ingénierie de formation. Et donc, la diversité des contextes, c'est à la fois les contextes géographiques, mais c'est aussi la question des contextes nord-sud dans des anthropologies très différentes, mais aussi des contextes scolaires, universitaires, de différents endroits de formation. Formation d'adultes, formation de formateurs, la différence entre pédagogie et andragogie. C'est évident qu'on n'enseigne pas à des gamins la pédagogie comme on enseigne à des adultes. Il y a des concepts évidemment très différents. On retrouve de l'ingénierie de formation. Vous vous rappelez qu'on avait déjà vu certaines formes d'ingénierie de projet. Bien sûr, il y a des recoupements entre les deux. Et là, on va voir comment on montre un cours, une séquence dans un monde plutôt scolaire, comment on monte un scénario, comment on monte des modules, des UE, des parcours, des diplômes. On le fera d'ailleurs très vite en début d'année. Ça vous permettra de mieux comprendre comment ont été organisées les différentes UE de ce master. Mais en fait, tout ce que je vous dis depuis le début, je me situe exactement là. Et en fait, je suis, alors que je ne vous l'avais pas dit, en train de vous faire pratiquement le premier cours d'ingénierie de formation. Après, on rentrera dans des aspects beaucoup plus techniques, bien sûr. Synthèse de tout cela, thèse de positionnement, on explique ce que sont les différents référentiels de formation, d'évaluation, etc. On fera la différence entre programme et curriculum, compétences, cahier des charges, commandes serrées, fermées, etc. On ne pourra pas ne pas parler de la formation professionnelle. On ne va pas parler que du secteur scolaire et du secteur universitaire. Non, on va évidemment parler des différents secteurs socio-professionnels. On est amené évidemment une fois de plus à revenir, même dans cette UE d'ingénierie de formation, sur la question du numérique, c'est-à-dire les pédagogies inversées, les pédagogies numériques, les outils de formation à distance. Derrière, effectivement, on va vous donner des exemples d'outils de formation avec des choix, des modes d'utilisation. Ça, c'est des choses que l'on fait durant les présentiels, le présentiel qui lance l'UE, le présentiel qui termine l'UE. Et on fait des démonstrations de ces outils de formation à distance. Des études de cas pour être sûr que tout le monde a bien acquis tous ces outils. Thèse de positionnement, synchrone, synchrone. Là, nous avons opté pour un mode d'évaluation qui peut paraître à la fois scolaire, mais qui se veut être intelligent. Je m'explique. Dans cette UE, sur l'ingénierie de formation, on va vous proposer une étude de cas ou plusieurs études de cas courtes pour varier sur le plan anthropologique ou à choisir parmi une variété d'études de cas, celle que vous allez vous-même analyser, celle qui fait le plus de sens pour vous.
Donc, une analyse d'une étude de cas. Et vous l'avez vu, on vous donne du temps, 4 heures. On vous donne 4 heures sur table pour que vous ne soyez pas bousculé par le temps, que vous ayez le temps de vous poser, de réfléchir, de produire. On pensait que une analyse, une étude de cas, ça pourrait se faire en 1 heure et demie, pas plus. Mais derrière, on va vous demander de créer une formation. Alors cette formation peut se situer à différentes échelles. Ça dépend du cahier des charges et de la contextualisation qui va vous être imposée ou proposée. On va vous dire de créer une formation destinée, je prends un exemple complètement ridicule, à une association environnementaliste qui veut se former sur tel aspect, tel aspect, tel aspect, avec tant de personnes formées sur le terrain, pas sur le terrain, qui ont fait un cahier des charges auquel on va devoir se tenir. Donc ça peut être une formation pour un petit groupe, ça pourrait être la formation de profs des écoles, ça pourrait être la formation dans une grande entreprise ou dans une petite entreprise. Tout ça, c'est ce que vous allez apprendre à faire globalement sur cette UE. Nous rentrons maintenant dans l'UE 15 sur les approfondissements thématiques 1, c'est-à-dire du S1. Nous avons là une grosse UE de 50 heures, 9 crédits européens. Vous voyez donc, là, nous avons, pour faire simple, 2 fois plus de temps que dans l'UE 14, 2 fois plus de temps que dans l'UE 14 et 3 fois plus de crédits. J'ai la charge de la coordination internationale, mais dans chacun des pays, je ne ferai évidemment que travailler, moi, avec les autres coordonnateurs et avec les référents des différents pays. Dans cette UE 15, on se dit qu'il n'est pas possible de ne pas avoir des compétences de base sur les différents champs du développement durable. C'est-à-dire des choses à la fois simples, d'écologie, voire d'économie, on viendra à ce modèle que l'on va critiquer, ou des 17 objectifs de développement durable. On ne vous demandera jamais d'être des grands spécialistes de tous les domaines du développement durable, ce serait de la folie. Par contre, on va vous demander d'avoir tous un minimum de connaissances, de savoir scientifique sur ces questions-là. Derrière, il vous faudra maîtriser des concepts de base dans les principales disciplines scolaires ou universitaires liées au développement durable. Vous allez le voir dans quelques instants. Est-ce qu'on aura le temps de finir tout ça dès le S1? Réponse non. On va aller à niveau 1 en S1 et on ira à niveau 2 au S2. Après, on va vous demander de faire des approfondissements individuels ou par petits groupes dans des champs spécifiques du développement durable. En gros, de commencer à vous spécialiser sur certaines parties du développement durable. Alors le scénario de l'UE, on l'a découpé en 4 périodes. Vous avez compris que comme on a 50 heures, on a découpé ceci en 4 périodes. Il est évident que les premiers cours que vous aurez cette année seront liés au concept de développement durable dans ses différentes acceptations. Et là, je vais revenir là-dessus. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire que le développement durable, ça ne veut rien dire. C'est vrai que ce n'est pas un concept, c'est un oxymore. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est utilisé dans un grand nombre d'administrations, de collectivités, de domaines scolaires, universitaires. Donc, il n'existe pas une définition, il existe plusieurs définitions, et nous ferons le tour de ces différentes acceptations de développement durable. Nous nous positionnons dans le cadre de ce master vers ce qu'on va appeler de la durabilité plutôt forte, même si nous acceptons certaines formes de durabilité plus faibles. On aura pour cela besoin de connaissances, de concepts disciplinaires, à la fois dans les champs socio-économiques et écologiques de base. Alors en 5 heures, on n'aura évidemment pas le temps de tout faire. On ne va pas faire tous les cours d'économie, tous les cours de sociologie, de psychologie et d'anthropologie et d'écologie en 5 heures. Donc on va prendre des concepts de base qui nous permettent d'aller plus loin. Mais vous allez voir, ça va aller tout seul.
On va voir aussi une première approche des objectifs de développement durable en 4 petites heures. Il y a 17 ODD. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas consacrer 15 minutes à chaque ODD. Donc là-dessus, on aura effectivement des résumés de ce qu'on ne peut pas ne pas savoir sur chaque ODD, mais on va les aborder de façon quand même un peu différente. Test de positionnement, alors là, ce sera en fait quand même essentiellement des connaissances concepts, et un zoom, premier zoom de mise au point des cours de la période 1. Durant la période 2, la deuxième quinzaine, on va aller là à des concepts et des connaissances disciplinaires, toujours dans ces champs socio-économiques, écologiques et autres, à niveau 2, avec des concepts de plus haut niveau, des concepts plus abstraits. On va aller évidemment beaucoup plus loin et y consacrer le temps qu'il faut. Derrière, approfondissement interdisciplinaire et universitaire, exemple de mise en situation sur des thématiques complexes. J'ai mis là juste l'exemple des risques majeurs, des changements climatiques. J'aurais pu prendre l'exemple du numérique. C'est-à-dire voir des sujets qui ne se situent absolument pas dans un seul ODD. Les risques majeurs, ça n'existe pas dans les ODD. C'est normal puisque c'est dans tous les ODD. Les changements climatiques, ça apparaît comme étant un des ODD, mais en fait, ça transparaît dans l'ensemble des ODD. Voilà ce que nous allons voir dans sa complexité dans le deuxième temps de travail. Et bien sûr, des études de cas interculturelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses où nous allons aller plus loin. Si typiquement c'est moi qui vous fais quelques concepts d'écologie, vous verrez que notre collègue du Sénégal ira plus loin dans son cours en développant des concepts qui ont déjà été mis en place, mais en posant la question maintenant, comment on fait, jusqu'où on va, avec un public scolaire, avec un public universitaire. Voilà, donc, et donc on verra ces aspects-là. En interculturel, comment ne pas traiter des questions telles la forêt? La forêt, c'est éminemment un sujet interculturel, puisque la forêt ne peut pas être perçue de la même façon en Europe, en Afrique du Nord ou en Afrique centrale ou de l'Ouest. Donc il y a des sujets qui n'ont d'intérêt que si on croise les cultures. D'où, vous l'avez compris, je reviens une dernière fois, d'où le fait que là, vous n'aurez pas les cours faits par un collègue, mais faits par 2, 3, 4, 5, 6 collègues qui vont vous présenter différentes études de cas. Est-ce que ces études de cas iront toujours dans le même sens? Eh bien non, surtout pas. On va avoir des gens qui vont vous proposer certaines choses et effectivement des gens qui vont vous amener à d'autres visions. Et là, effectivement, vous l'avez compris, on va travailler en lien avec ce qu'on a vu sur les conceptions initiales et les représentations sociales dans le cadre de l'UE sur la communication. On s'appuiera évidemment là-dessus. Dans le distanciel synchrone, ce que l'on fera, répartition, répartition des ODD à la fin de ce semestre, répartition des ODD à la fin de ce présentiel. Là, on va vous dire, écoutez, maintenant, vous allez vous mettre par groupe de 6 et vous allez choisir un ODD ou un thème qui recouvre plusieurs ODD. De toute façon, vous avez compris que ça reviendra rigoureusement au même. De ce fait, à partir de ce moment-là, à partir du test de positionnement 2, vous avez compris que on va faire avancer les choses de deux façons. D'une part, vous continuerez d'avoir des cours, et d'autre part, chaque groupe fera son cheminement personnel en étant en train d'élaborer son propre travail collectif sur un ODD ou un équivalent. Donc, on aura des apports conceptuels d'approfondissement dans les différents champs disciplinaires, dans les différents domaines universitaires. Je ne les ai pas tous cités ici, bien sûr. Donc, des sciences sociales, mais aussi de l'écologie, etc., en allant à des choses plus élaborées. Et puis toujours des études de cas interculturels pour vérifier que vous avez bien perçu
l'ensemble de ces sujets dans leur diversité culturelle. Vous avez compris que ces exemples d'études de cas interculturelles sont aussi les moyens de nous apporter un certain nombre de connaissances au fur et à mesure, bien évidemment. On ne les fait pas uniquement pour montrer que tout le monde ne pense pas de la même façon. Dans le Zoom 3, dans le Zoom 3, oh pardon, dans le Zoom 3, donc veuillez m'excuser sur ce que travail de synthèse synchrone avec les exigences d'un projet à un temps intermédiaire. Thèse de positionnement 3, on passe à la période 4, collectif, travail collectif, groupe de 6 avec répartition des thématiques et apport conceptuel d'approfondissement dans les champs disciplinaires, apport des grands domaines universitaires, études de cas, et derrière, on fait la synthèse. Je passe maintenant à l'évaluation. Dans l'évaluation, la question est celle de... Vous allez, d'une part, présenter des projets par groupe. Vous allez vous regrouper par thématique, en groupe de 6 en général, en associant plusieurs ODD. Même si vous rentrez dans le développement durable par un ODD, vous naviguerez très rapidement entre tous les différents ODD. Quand est-ce que vous allez présenter ces projets de groupe? Vous allez les présenter lors du présentiel commun aux 3 pays le 17 et 18 février 2025. Là, vous allez les présenter. Alors évidemment, vous n'allez pas les présenter, quand on est à Bondoukou, vous n'allez pas les présenter uniquement aux gens de Bondoukou. Vous allez les présenter de façon plus large. Vous allez les présenter à des gens qui sont dans les autres Afriques. En fait, on va vous regrouper les gens qui auront travaillé sur des ODD quelque peu proches, les questions d'éducation à la santé, de sexe, d'égalité entre les sexes, de pauvreté. Peut-être bien que ces gens-là vont être mis dans un groupe parce qu'ils sont rentrés dans le développement durable par ces contingences sociales. D'autres allaient peut-être rentrer dans le développement durable par des aspects plus environnementalistes. D'autres allaient rentrer par le monde du travail, par le monde des infrastructures, par le monde de l'urbanisation. Donc, on vous proposera de faire des grands groupes et de croiser ces groupes entre les différents pays. C'est des modes séminaires. Une après-midi, les gens des 3 Afriques se présenteront les uns les autres leurs projets. Nous avons prévu de vous faire de l'évaluation par les pairs. Ça peut faire peur, l'évaluation par les pairs, alors qu'en fait, il suffit qu'on vous ait donné en amont les critères d'évaluation. Et effectivement, vous verrez, c'est tout simple. Ces critères d'évaluation vont recouvrir un certain nombre de compétences pour être capable de faire des projets qui ont une vision suffisamment systémique et prospective, qui permettent d'envisager des changements individuels et collectifs en vue d'exercer une responsabilité. C'est notre définition du développement durable. Donc, oui, il y aura des critères d'évaluation par les pairs, mais vous allez y être formé. Durée de présentation orale de 15 minutes, vous allez voir, en fait, ça sera même un petit peu à la fois plus simple que ça. Durée de présentation orale de 15 minutes. Ça veut dire que vous êtes par Zoom Teams ou autre mode de communication à distance. Derrière, évaluation par les pairs, on reviendra là-dessus. Et on aura, indépendamment de cela, une évaluation par les formateurs. Vous aurez donc, de façon individuelle, à déposer un dossier thématique. Vous le déposerez de façon individuelle, mais ce sera en fait le collectif des 6 personnes qui va déposer ce dossier en mode PDF ou équivalent. Certains d'entre vous, je sais que pour certains, vous avez déjà commencé. Vous allez intégrer des vidéos, vous allez intégrer des médias, vous allez intégrer tout un tas de choses. Mais globalement, vous devez nous déposer un dossier avec texte, image, voire vidéo, voire son. Ça pourrait être aussi un podcast qui puisse être rendu à ce moment-là. Ça pourrait être le filmage de votre dossier. Ça pourrait être le filmage terrain associé à du filmage en amphi, à du filmage... Bon, tous les coups sont permis ici. Simplement, vous déposez un dossier collectif pour 6 personnes et les évaluateurs n'évalueront pas uniquement ce que vous avez eu le temps de présenter. Parce qu'en fait, quand vous présentez en 15 minutes, vous n'avez le temps de présenter qu'une toute petite partie de votre projet. Quand vous déposez votre dossier collectif, vous présentez tout votre projet. Et donc là, effectivement, vos
collègues ne verront pas la même chose que ce qu'il y a dans l'intégralité du projet. Et on ne peut pas vous demander d'aller regarder tous les projets à vous, parce que sinon, vous allez peut-être crouler sous le travail. Nous allons maintenant rentrer dans la dernière UE, c'est-à-dire pratique professionnelle et didactique. C'est notre collègue de Lubumbashi qui est coordonnateur de cette UE. Euh, Nathalie, référente Cameroun, Balthazar et Marcel sont aussi référents RDC, et Aïbatou sera la référente sur alors, Côte d'Ivoire, mais en fait issue du Sénégal. Voilà la petite précision que je voulais amener. Peut-être avez-vous été surpris que pour les référents RDC, souvent il y en a plusieurs. En fait, c'est que la RDC est un pays tellement grand que pour faire Lubumbashi-Kinshasa, parce que ce n'est pas le master uniquement Lubumbashi, c'est le master de Lubumbashi-Kinshasa, et on aura d'autres grandes villes qui vont se mettre très rapidement dans cette histoire, eh bien, on a besoin parfois de référents qui soient sur place pour essayer de coordonner au mieux le master dans ces deux endroits. Alors, compétences professionnelles générales. Maîtriser les didactiques des disciplines scolaires et universitaires. Maîtriser les principes de base des apprentissages. Le comment on apprend. Le b.a.-ba. On n'aura pas le temps d'aller très loin. On fera juste 2, 3 cours sur les apprentissages sur le plan psychosociaux, sur le plan neurologique. Le b.a.-ba des modèles d'apprentissage. On ne peut pas savoir comment ça se... On peut pas savoir, on ne peut pas ne pas savoir comment nous mémorisons, comment nous prenons nos décisions. Il faut avoir du b.a.-ba. B.a.-ba ici, vous inquiétez pas, de la neuro, on en fera un peu plus après. Maîtriser les concepts d'éducation A, faible, forte, anthropocène, etc. Connaître les différents courants de pensée des éducations A. L'éducation au développement durable, soyons clairs, c'est un concept du Nord tel que présenté ainsi. Et vous verrez que le monde ne l'envisage pas sous cet angle-là. On a des courants, des questions socialement vives, de l'éducation relative à l'environnement, des courants de la complexité, des courants du buen vivir sud-américain. Donc là, on est clair, on ne va pas étudier uniquement les courants qui sont en Afrique, on va étudier les courants mondiaux pour que vous puissiez réellement vous faire une idée. Maîtriser l'approche compétence transversale du développement durable à niveau 1 dès le S1, bien sûr. Être capable de relier les contenus en termes de connaissances, d'éducation et d'éducation aux compétences développement durable. En fait, on a 3 choses. On a des contenus, on a des objectifs éducatifs et on a des compétences. Alors, il ne faut pas se tromper. Les compétences, ce n'est pas de vrais objectifs. On a besoin de compétences pour atteindre nos objectifs, soit notionnels, soit éducatifs. Donc, mettons bien les compétences là où elles doivent rester. Les compétences sont au service de l'apprentissage. Ce n'est pas des finalités de l'enseignement. Et c'est là où on fera toutes les différences entre formation et éducation. Alors, on a là encore une grosse UE qui, vous l'avez compris, inonde toutes les autres UE sans arrêt, 50 heures. Donc, dans un premier temps, un temps individuel, nous allons parler des didactiques disciplinaires scolaires en lien avec le développement durable, sciences expérimentales et humaines. L'un des premiers cours que vous aurez, c'est le côté relation entre sciences de la vie et de la terre et géographie, vision interculturelle, etc. Ensuite, les bases de l'apprentissage, le b.a.-ba de comment on apprend. Ce sera quelque chose qui ne pourra pas ne pas être traité, et cela très vite. Compétences transversales développement durable, on l'a déjà un peu signalé. Nous ne concevons pas le développement durable comme un ensemble de connaissances, nous le concevons comme un ensemble de compétences. Quelles compétences? La vision systémique, voir les choses dans leur ensemble, la vision prospective, c'est-à-dire voir les choses à 20 ans, 30 ans, 50 ans, dans la certitude de ce qui va arriver ou dans l'incertitude de ce qui va arriver, être conscient que de toute façon on devra apporter des changements, que ces changements ils ne sont pas individuels ou collectifs, mais ils sont les deux. Et qu'en fait, c'est l'articulation de ces différents types de changements aux échelles individuelles et collectives qui va nous permettre d'agir dans la société et d'exercer notre responsabilité de façon éthique. Voilà donc ce que vous aurez durant cette première phase. Dans la période 2,
Nous allons faire de la didactique des lettres, des arts, des sports, car effectivement, il n'y a pas que les sciences de la vie et de la terre, la physique, la géographie et l'histoire qui contribuent sur le plan scolaire à faire du développement durable. Nous avons toutes les disciplines qui y contribuent. Donc, c'est évidemment absolument pas restrictif ce que j'ai mis là. Et puis, il va falloir qu'on s'intéresse aux épistémologies. Épistémologie des différentes disciplines en lien avec le développement durable. Vous allez voir d'ailleurs dès le premier cours avec Annie, en géographe gabonaise, que un géographe, ça pense pas comme quelqu'un qui est en sciences de la vie et de la terre. Ça ne pense pas de la même façon. Ou qu'un géographe du Nord ne pensera pas forcément toujours comme un géographe du Sud. Il faudra tenir compte de tout cela. Après, le courant des éducations A, j'en ai dit un mot tout à l'heure, là on verra les principaux courants éducatifs dans le monde. Du buen vivir sud-américain euh, au, au courant de la complexité, dans le style Canada parfois ou Suisse d'autres fois, au courant des questions socialement vives qui traversent l'Europe pour aller en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, euh, au courant que nous mettrons en avant, qu'on espère être des courants synthétiques sur les compétences. Évidemment, toujours, on a fait des cours, on fait des études de cas interculturelles pour voir où vous en êtes. Bon, bien sûr, vous l'avez compris, quand on fait cours, on ne fait pas des cours théoriques. On articule les cours avec des exemples. Donc les exemples sont déjà donnés dans les cours, mais derrière, les études de cas nous permettent de remobiliser tous les concepts. Donc là, distanciel synchrone, des cours de la période 2, répartition des ODD entre les sous-groupes, ça a déjà été fait, on est d'accord. Depuis, c'est fait à ce moment-là. Donc, test de positionnement, on fait le travail individuel maintenant. Bon, on reste dans le travail individuel pour l'instant. On va continuer sur les approfondissements disciplinaires, toujours en allant au niveau 2 ou 3. Approfondissement épistémologique. Là, on aura des cours qui sont, je crois, fondamentaux pour l'Afrique, c'est-à-dire la nature des savoirs. Et là, on va rentrer dans les courants internationaux, l'anthropologie du Nord, l'anthropologie du Sud, les savoirs locaux, les savoirs d'expérience, les savoirs scolaires, tous les types de savoirs. Construction sociale, évolution des représentations sociales, outils de formation, toujours études de cas interculturelles. Dans le Zoom 3, oh, pardon, veuillez m'excuser, j'ai oublié de... Là, il y a plein de petites erreurs. Euh, donc, donc là, veuillez m'excuser, je supprime tout ça. Donc, euh, synthèse, synthèse de l'ensemble des cours, test de positionnement. Et maintenant, on passe à la période 4. C'était celle-là sur laquelle je voulais revenir. Je supprime ça parce que j'ai oublié de le mettre. Bon. On va continuer de faire des apports conceptuels, de faire les liens entre les contenus du développement durable et les objectifs éducatifs et les compétences. On va passer des ODD aux objectifs pédagogiques de développement durable, sans aller trop loin. Des études de cas interculturelles où on va vous montrer ces OPDD en fonction sur différentes situations. L'un des OPDD qu'on vous montrera de façon assez transversale tout au long de cette UE, c'est l'OPDD sur la vie terrestre, parce qu'il est assez facile à transposer à d'autres situations. Distanciel synchrone. Là, comprenez bien que durant la période 4, les groupes qui travaillaient déjà sur les ODD vont travailler maintenant en période 4, non plus uniquement sur les ODD, mais sur les objectifs pédagogiques de développement durable. L'évaluation. Vous l'avez compris, il y a une relation totale avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous présenterez les projets OPDD par groupe, regroupement par objectif pédagogique de développement durable lors des séminaires, évaluation par les pairs, se fera à la fois en présentant les contenus, UE15, et les objectifs pédagogiques, compétences éducatifs
dans l'UE16 avec une double grille d'évaluation. Et en fait, ce que vous ferez, c'est que vous n'allez pas présenter uniquement en 15 minutes, vous allez présenter en fait en une demi-heure l'ensemble de votre projet de façon à associer l'UE15, l'UE16. Vous allez dire, mais comment on va pouvoir être évalué dans deux UE? Simple, on a des grilles qui vont être des grilles différentes. On va donc vous former à des grilles d'évaluation des contenus UE15 et des grilles d'évaluation des objectifs pédagogiques, épistémologiques et en termes d'éducation de formation. De la même façon, les formateurs, eux, évalueront non pas uniquement les présentations, mais ils évalueront le dossier collectif, eux-mêmes en utilisant une grille de lecture. Euh, je prends juste un tout petit peu de recul sur le S2. En S2, effectivement, on va passer à la conception, à la mise en œuvre de projets tutorés. On n'en sera plus à l'analyse, on les met en œuvre. Initiation à la recherche. En méthodologie de recherche, vous allez, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, présenter votre pré-mémoire au mois de juin. Votre pré-mémoire avec un pré-mémoire d'une 50aine de pages, avec les annexes, avec la partie introduction, le sommaire, la question de la présentation du cadre bibliographique, du cadre méthodologique, de la présentation des résultats et de la discussion analyse. Simplement, comme nous serons en S2, les résultats que vous aurez obtenus ne seront certainement pas à la hauteur de ce que vous auriez souhaité. Et donc, on sera évidemment moins regardant sur l'exigence en termes de contenu ici. En UE23, communication et numérique, on va aller véritablement dans les objectifs de cette éducation A très particulière, maintenant qu'on saura ce que sont les éducations A, c'est-à-dire c'est quoi l'éducation aux médias, A, par, pour, etc. On y revient. Outils de formation numérique. Attention, si on a présenté, par exemple, du chat GPT au semestre 1, là, on n'apprend pas uniquement que ChatGPT permet ça. On apprend à travailler avec ChatGPT, ce n'est qu'un exemple. On vous a mobilisé des médias numériques durant le semestre 1, puisque pratiquement tous les cours seront présentés, la moitié des cours seront présentés en vidéo, podcast ou de cette forme-là. Attention, en S2, on va vous apprendre à produire des médias numériques, être capable de faire des vidéos, des podcasts, etc. Concernant l'UE24, là, changement de braquet. Nous ne sommes plus sur des petits projets. Nous allons beaucoup plus loin sur les politiques de formation, sur l'ingénierie de formation, sur les principes et outils de la formation de formateurs. En outils de formation de formateurs, on aura au semestre 1 le temps de vous présenter 3-4 outils. C'est une pâle copie de la boîte à outils que l'on va vous présenter, que l'on va enrichir au deuxième semestre. Sur les ODD, là, très clairement, on va vous amener à passer des ODD, qui sont des objectifs stratégiques et politiques, aux objectifs pédagogiques de développement durable. Mais là, on va les mettre au niveau d'une formation de formateur. Et on va vous demander d'ailleurs de participer à l'un des programmes internationaux, le programme FECODE, formation, éducation, compétences, objectifs de développement durable, d'y contribuer, comme font un certain nombre de collègues qui contribuent déjà et sont du côté des enseignants. En UE26, on va aller vraiment vers les didactiques et les épistémologies du développement durable, y compris du Sud. Là, on ira très loin sur les didactiques, très loin sur l'analyse épistémologique. Pour donner un exemple, Annie, lorsqu'elle vous présentera la question de la géographie au Gabon, va vous faire un cours simple de niveau S1 sur la didactique. Elle n'ira pas à l'épistémologie en géographie. Elle n'aura pas le temps de le faire. Et donc là, on va voir des cours d'épistémologie comparée de la géographie, ou du moins des différentes formes de géographie dont vous aura parlé d'ailleurs Andy dans le prochain cours. Outils et pratiques de formation et d'éducation faible, forte, en anthropocène. Quels sont les critères? Quelles sont les discussions? Vous avez compris que sans arrêt, tout ceci va se référer à un certain nombre d'articles de recherche. Donc, est-ce qu'on ne fait de la recherche que dans l'UE 12 et 22? Réponse non. On en fait évidemment dans toutes les UE.
Simplement, on fera bien la différence entre des choses que l'on vous donne à lire, un certain nombre d'articles que l'on donne à lire et des cours synthétiques que l'on a fait. Anthropologie et philosophie du développement durable, sciences de la durabilité, on n'ira pas jusqu'au bout avec les sciences de la durabilité à ce moment-là. Maintenant, je me permets de vous montrer à quoi ressemble n'importe quelle UE. Dans une UE de 24 heures, sur un semestre, en fait un semestre un peu écourté, euh, on va avoir un équivalent de 7 heures de cours en présentiel, dont certaines sont faites lors du présentiel, et du présentiel 1 et du présentiel 2, et d'autres sont faits en distanciel synchrone. Donc, c'est bien du présentiel, mais à distance. Vous êtes bien présent, mais à distance. Donc, 7 heures de cours en mode présentiel, 7 heures de cours en mode PDF et 7 heures de cours vidéo asynchrone. Et puis ensuite, 2 heures, mais c'est complètement théorique, on est bien d'accord. Peut-être que dans une UE, ce sera 3 heures, peut-être que dans une UE, ce sera qu'1 heure. Les podcasts, ça présente quand même un avantage, c'est que on écoute, on n'a pas l'imagination bridée. Donc, 2 heures de podcast ou équivalent. 1 heure de type questionnaire, intermédiaire, de positionnement. Et donc, les cours peuvent correspondre à des apports ou à des études de cas permettant de conduire au concept ou à l'illustrer. On va avoir des cours qui vont aller des exemples pour formaliser les concepts, et on va avoir au contraire des cours qui vont aller des concepts avec des exemples en illustration. Et il faut impérativement que ces deux modes, qu'on va appeler l'induction-déduction, on vous les ait employés et mixés durant tout ce master. Certains d'entre vous, spontanément, allaient mieux raisonner en induction, d'autres mieux en déduction. Il faudra apprendre ces deux modes de raisonnement. Pourquoi apprendre ces deux modes de raisonnement? Parce que les gens que vous aurez en face de vous vont toujours être dans des modes qui peuvent être aussi différents sans que vous puissiez comprendre pourquoi. Alors, bien sûr, on va avoir cours introductifs, introduction, des vidéos. Bien sûr que dans un certain nombre d'UE, on va faire une cartographie des problèmes avec une carte mentale ou autre, etc. Bon, on aura des cours 1 à 7, des vidéos 1 à 7, des podcasts. Voilà globalement comment ça va se dérouler. Pour faire simple, dans une UE de 24 heures, du lancement jusqu'au premier Zoom présentiel, distanciel. Les activités resteraient pratiquement toujours personnelles. Puis dans un deuxième phase, on va favoriser le travail en groupe chaque fois que possible. Quelle articulation entre les temps en présentiel, où vous êtes sur l'un des trois sites, et les temps en distanciel? On a 3 périodes de présentiel qui permettent à la fois de synthétiser les UE qui se finissent, d'introduire les UE qui commencent et d'évaluer en mode terminal les UE qui auront été terminés à la fin du S1, à la fin du S2. Le volume horaire, en moyenne, c'est 250 heures par semestre, un peu moins sur le S1 puisqu'on commence un peu plus tard. Il faut donc prévoir en moyenne sur les 10 à 12 semaines de chaque semestre pour l'ensemble des UE, une moyenne de 20 heures de cours distanciels synchrones, soit 2 heures par semaine. Pour faire simple, a priori, on vous demande de réserver chaque fois que possible les mardis et les jeudis entre 17 heures heure française et 17h, 19h, heure française. Vous avez, selon les pays dans lesquels vous êtes, jusqu'à 2 heures de décalage dans un sens et jusqu'à 2 heures de décalage dans l'autre sens. Donc en fait, si je dis France, c'est uniquement parce que nous sommes au milieu du méridien. C'est pas pour refaire du néocolonialisme larvé. Donc les mardis et les jeudis, chaque fois que possible, on vous donne d'ailleurs, on vous donne le planning très longtemps à l'avance. En l'occurrence, le prochain et le premier temps de présentiel Zoom, c'est le jeudi 5 décembre entre 17 heures et 19 heures. C'est la première fois où vous aurez un Zoom. Bon, à terme, tout sera déposé sur un Moodle sécurisé. Pour l'instant, nous n'avons pas assez de sécurité sur le Moodle dont nous disposons. Donc, dans l'attente, on va déposer sur le site du réseau universitaire formation, éducation, développement durable, mais avec des accès limités.
Les vidéos, les PDF, on va déposer ça sur le site du Réunifed. Les vidéos, on va les mettre sur la chaîne YouTube du Réunifed, mais toujours dans une zone à accès limité. Il faudra faire attention que vous avez évidemment l'interdiction formelle de donner ces liens à des gens qui ne suivraient pas le master. Ce serait une faute. Mise en place de un à plusieurs forums, on aura un forum pour tous les inscrits de tous les pays, c'est-à-dire entre 100 et 200 personnes. On en aura un par pays. On en aura un par UE qui va regrouper les inscrits de tous les pays. Donc en fait, le forum de l'UE1, de l'UE2, de l'UE3, 4, 5, 6, c'est le même listing que le forum global, mais effectivement, dans le forum de l'UE1, on ne parlera que de projets. Dans le forum de l'UE2, on ne parlera que de recherche. Voilà globalement comment tout ceci va s'organiser. Des banalités, euh, si vous êtes, selon que vous êtes des gens qui venaient pour apprendre, ou des gens qui venaient pour produire, ou des gens qui venaient pour apprendre et produire, c'est l'immense majorité de l'ensemble. Effectivement, il y a sur un semestre, il convient de produire ou de consulter un équivalent de 70 heures de PDF asynchrone et de 70 heures de vidéo asynchrone, c'est-à-dire 5 à 6 heures par semaine. Pour faire simple, si vous voulez suivre ce master, il faut savoir que vous allez devoir avoir en asynchrone à peu près 10 à 12 heures de travail et en synchrone, jeudi soir, mardi soir, 2 heures synchrone, hors période de présentiel. Donc maintenant, il ne faut quand même pas qu'on dise des choses fausses. Quand on a une heure de cours vidéo ou un PDF, quand on fait un PDF, on part d'un cours qui tiendrait en 60 pages et on le réduit pour qu'il tienne en 15 pages, pour qu'il soit lisible en 1 heure et demie. Mais en fait, pour apprendre un tel cours, il va vous falloir beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. Donc en fait, il faut bien calculer que, mine de rien, vous allez plutôt passer 25 à 30 heures de travail, hors travail de groupe, par semaine sur ce master. Ça ne pourra pas être bâclé en quelques heures. Il ne faudrait pas réduire ça uniquement au Zoom et au présentiel. Le semestre 4 correspondra par contre à une période de stage et de conception-rédaction du mémoire. Donc en fait, on aura tous les cours au S4 qui vont être massés en janvier. Janvier, février, on va voir comment on arrive à synchroniser l'année prochaine. Euh, euh, donc faire tous les cours au début. Et en fait, on va regrouper les UE l'année prochaine. À savoir que quand vous serez en train de présenter, votre stage professionnel, on validera les compétences des UE 41, 44 et 45. Et quand vous serez en train de produire votre mémoire de recherche à visée professionnelle, vous serez dans les UE 42, 42 et 46. Les présentiels dans les pays, je ne vais pas m'attarder, ce ne sont pas toujours les mêmes, bien sûr. Par contre, si la période de cours peut être différente, vous voyez qu'ici en Côte d'Ivoire, en février, on aura les cours du 10 au 12 février. Par contre, les évaluations, dans tous les pays, ce sera la même période. Parce que les examens se passeront en même temps, de la même façon, avec exactement les mêmes sujets, les mêmes grilles de notation. Donc, ce sera rigoureusement la même chose. Dans l'absolu, quelqu'un qui aurait commencé un master dans un pays devrait pouvoir s'inscrire dans un autre quelqu'un qui commence en Côte d'Ivoire pourrait aller au Cameroun, quelqu'un qui commence en RDC pourrait terminer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que nous avons prévu de faire. Donc derrière, je vous ai parlé des évaluations communes, 13 et 14. Je vous ai tout à l'heure signalé les séminaires des 17 et 18 février avec échange entre les pays. Là, c'est un temps qui sera un temps à la fois présentiel dans chaque pays, mais distanciel entre les pays. Je termine maintenant ces aspects-là. Une remarque sur laquelle on doit insister. Quand on a lancé le master sur Bondoku, un certain nombre de collègues n'ont été prévenus que 1 ou 2 jours avant pour des raisons de communication interne. On a donc autorisé sur Bondoku des collègues qui n'avaient pas assisté au premier présentiel
à se former à distance. Et là, je suis en train de tourner toutes les vidéos et tous les cours pour donner tout ça à distance pour remplacer le présentiel. Alors bien sûr, à distance, ça remplacera jamais correctement un présentiel, mais au moins ça va leur permettre de raccrocher au groupe qui était présent à Bondoukou au mois de novembre. Donc cette décision-là, elle est du ressort des différentes universités de savoir dans quelle mesure des gens qui n'auraient pas été présents au premier présentiel pourraient être acceptés ou pas dans le master. La question peut encore se poser peut-être pour le Cameroun, puisque ça commence dans 8 jours. Mais par contre, pour la RDC, effectivement, tout le monde doit bien être inscrit, puisque vous l'avez compris, nous commençons les cours le jeudi 5 décembre. Donc, les gens qui ne seraient pas inscrits avant cette date-là, effectivement, on ne leur donnera jamais les liens de connexion, l'accès sur le site pour consulter les cours, ça ne serait pas raisonnable. Donc, faites attention de bien respecter ces temporalités. Lors du troisième présentiel, euh, lors du troisième présentiel au mois de juin, euh, outre, outre les évaluations, outre la présentation du pré-mémoire, etc., on aura des séminaires de formation de formateurs. On va avoir aussi des séminaires terrain en lien avec les projets du semestre 2 des Master 1. Pour faire simple, en Master 1, les gens vont produire des projets qui auront des vocations à intégrer des visites sur site, des rencontres avec des professionnels, qui adoptent des pratiques professionnelles durables. Et en fait, on va aller tester vos propositions de projets sur le terrain lors du séminaire, lors du troisième présentiel. La dernière chose, c'est qu'il y aura un colloque formé au monde de demain dans chacun des 3 pays, mais certainement dans d'autres pays, les pays qui risquent très fortement de lancer le master ou qui l'auront déjà lancé en cours d'année, comme l'Algérie, ou des pays qui vont le lancer très certainement, comme le Gabon, comme le Sénégal, probablement d'autres, on est en train de justement d'en discuter. Donc, concernant, concernant le colloque est un moment de partage où on a des temps mutualisés. C'est le moment où on a des chercheurs de toutes les disciplines, de toutes les parties du monde qui viennent sur place et on se répartit pour essayer d'aller sur les différents sites de formation. Je termine cela en vous disant, mais extrêmement brièvement, je prends simplement du recul pour vous dire que je ne vous ai parlé aujourd'hui que du master mixte, c'est-à-dire du master international de formation de formateurs en éducation et formation au développement durable. Ce master est un master mixte, 80% de formation à distance, 20% de présentiel. Nous serons très certainement appelés au mois de janvier, fin janvier, je dis très probablement, je ne peux pas vous le jurer, à ouvrir ce même master à 100% en formation ouverte à distance. Quel est l'avantage? Quels sont les inconvénients? Avantage, c'est qu'en FAOD, il n'y a pas les déplacements entre les pays et dans les pays. Donc cette solution peut fort bien intéresser des pays qui n'ont pas encore monté le master, parce que ça limite les frais de déplacement, j'en suis tout à fait conscient. À l'inverse, on ne fait pas la même chose en formation à distance que ce qu'on fait en formation mixte. Les cours que vont suivre les collègues qui vont s'inscrire dans le master FAOD à 100% seront très proches des cours que vous aurez, mais ce ne sera pas exactement les mêmes cours. On ne pourra pas assurer la même qualité. Par ailleurs, nous avons pris une décision globale, c'est que dans ce master, les gens sont à la fois formateurs et formés. Sur ces questions de formation de formateurs en éducation, formation, développement durable, on ne voit pas qui aurait toutes les compétences. C'est impossible. Donc en fait, on est parfois dans simplement en validation de compétences. Parfois, on est en train d'acquérir des compétences nouvelles. Ça dépend totalement de notre posture et de l'acquis que l'on a. Par rapport à ça, on a effectivement 2 types de publics. Un public qui est en formation initiale, un public qui est en formation continue. Les 2 publics à la fois se mélangeront, mais se sépareront vis-à-vis d'un certain nombre de projets collectifs. Je termine maintenant à une autre échelle de temps. Qu'en sera-t-il en octobre-novembre 2025?
Ce master, qui est labellisé AUF, sera mis à l'échelle mondiale comme étant un master ouvert à l'intégralité des gens du Nord, des Suds. On a déjà des collègues asiatiques qui nous ont contactés parce qu'ils seraient intéressés, parce que l'Asie, il y a une partie francophone, hein, je vous apprends rien. Donc, on a des collègues aussi roumains qui nous ont contactés en disant ce master-là nous intéresse. Donc, lorsqu'on basculera au mois d'octobre-novembre de l'année prochaine dans un master labellisé AUF, effectivement, il prendra encore une forme et une dimension un peu différente. Mais il sera là entièrement en FOAD, formation ouverte à distance. Euh, je vous ai donné tout à l'heure l'avantage d'un master tel que celui que je vous présente. La formation idéale sur le plan pédagogique, c'est le master mix. On ne va pas s'en cacher. Le master FAOD, c'est ce qu'on va faire parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne peut pas prendre plus de monde dans le master mix et parce que certains auraient des difficultés à se déplacer sur le plan financier, technique, voire même de visa. Donc, par contre, un master FAOD ne saurait pas coûter moins de 1 500 euros. Et on verra d'ailleurs pour le master AUF à quel prix il est mis, parce que normalement, un master international, ça ne coûte pas 1 000 euros, vous l'avez certainement déjà un peu vu et compris, c'est entre 2, 3, 4, 5 000 euros. Donc là, nous avons un modèle économique qui repose sur la mutualisation et une certaine forme de partage entre les collègues des différentes disciplines, des différentes universités. Voilà ce que je tenais à vous dire sur l'organisation de ce master international. Merci à tous, au revoir. Vous pouvez nous contacter, me contacter sur ce mail, contacter Balthazar sur son mail ou Jean Bayon, contacter, contacter par ailleurs les collègues du Cameroun ou les collègues de Côte d'Ivoire. Merci, au revoir.